Merci à vous. Je vous le jure, M. Bléclair était le meilleur instituteur de toute la région. Je me demande s'il n'était vraiment pas sorcier, comme tous les villages en étaient persuadés. Parce que M. Bléclair connaissait tout et répondait systématiquement à toutes les questions qu'on lui posait. C'est lui qui nous a dit le nom du pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants, que c'est énorme. Le maître m'a signifié que ces hommes étaient de gros travailleurs et qu'ils produisaient autant qu'ils en revendaient, que moi-même j'ai mangé du riz chinois. Bien au fond de moi, et pour la seule fois, je n'étais pas d'accord avec lui de ce côté-là. Ainsi de suite. Monsieur Bléclair, c'est l'histoire d'un maître qui s'habillait toujours en bleu et en blanc, et donc ses élèves l'avaient surnommé Monsieur Bléclair. Donc c'est l'occasion pour moi ce soir de demander à nos invités, d'abord je vais commencer par Monsieur Adamou, de nous raconter alors la vie d'un enseignant, voilà, qui vous a vraiment marqué. Nous savons qu'ils sont nombreux ces enseignants-là qui nous marquent, mais y a-t-il un qui soit de la crème de la crème? Bon, merci Dissa. Vous avez bien dit ils sont nombreux ces enseignants qui nous ont formés. Mais moi je vais vous parler de Madame Anne-Marie. Je vais vous parler de celle qui m'a appris à lire et à écrire en première année et que je n'ai plus revue. Je ne l'ai plus revue et ça fait plus de 40 ans que je pense à elle. Et donc, moi je dis, je suis Mahaman. Oui, c'est le nom qu'on m'a donné. Mais je suis moi-même parce que celle-là, cette bonne dame m'a appris à écrire. Et c'est vraiment avec beaucoup de peine que je parle de Madame Anne-Marie, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc, depuis notre première année, je ne l'ai plus revue. Et si aujourd'hui vous devriez la revoir? Franchement, c'est avec un grand plaisir. Je ne sais pas si des gens peuvent m'aider à retrouver Madame Anne-Marie. J'ai beaucoup d'émotions quand je parle de cette dame. Ouais, et je sais que si elle est vivante, si elle suit Africable, elle saura me reconnaître tout de suite. Et toute ma génération du reste. Merci. Je vous en prie. Adamou. Je vous en prie. Isaac, un témoignage aussi émouvant? Oui, très émouvant, Monsieur Dissa. Moi, vous savez, quels que soient les métiers que nous exerçons, nous avons des idoles. Moi, enseignant, j'en ai également en tant qu'enseignant. Moi, je me souviens directement à mon professeur ou encore à mon maître du premier cycle, celui qui m'a donné le goût de l'apprentissage, celui qui m'a donné la soif de l'inconnu. Un véritable enseignant sobre, humble, qui a l'amour du métier. J'appellerai ici Feu Kariba Konaté. Il n'est pas de ce monde, mais c'est un monsieur qui nous a marqué pendant notre tendre enfance à l'école. Donc je profite de cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Je lui dirais qu'il a fait de nous ce qu'il souhaiterait que nous soyons. Donc merci beaucoup, où qu'il soit, que Dieu veille sur son âme, en un mot. Merci, M. Koulibaly. Docteur Traoré, un enseignant qui vous a marqué particulièrement? Oui. Pour moi, c'était une ancienne plutôt, parce que celle de la première année, celle qui savait que je ne savais pas, celle qui savait que je ne savais pas et qu'il fallait que je le sache. Donc, elle m'a accompagné. Dieu faisant bien les choses aussi, à ma thèse, j'avais une directrice de thèse. Donc, j'ai commencé par la finesse féminine et terminé aussi mes études par la rigueur féminine. Donc, tout au long de mon parcours, c'était que finesse alors. D'accord. Et nous voyons en tout cas à travers vos réponses qu'il s'agit là quand même des maîtres de premier cycle, carrément. Hein. Oui. Donc nous avons vraiment l'impression finalement, M. Adamou, que tout le grand travail s'est fait surtout à ce moment-là. C'est à la base. En réalité, on l'a toujours dit, les fondamentaux des apprentissages, c'est au premier cycle. On met un enfant à l'école, c'est pourquoi? C'est pour qu'il sache lire, écrire, compter et parler. Et ça va se décliner jusqu'au doctorat. Ouais. Mais si on met un enfant à l'école, il va jusqu'en classe de 9e année, il fait le DEF, il ne sait pas lire, je pèse mes mots, il ne sait pas lire,
Vous et moi, nous les savons, nous les avons eu au lycée, au secondaire. Il y a des élèves qui ne savent pas lire. On se dit, mais comment ils ont fait? C'est vrai. Alors qu'en réalité, on avait des enseignants qui savaient nous apprendre à lire. La première République, envoyée par exemple à Gao, c'est ma ville de naissance, Madame Anne-Marie, elle ne savait pas parler son rêve. Elle me parlait français. Et moi, je ne comprenais pas le français, mais j'ai appris le français avec elle. Ouais. C'est comme ça. La notion de langue maternelle, souvent, ça vient de l'instituteur ou de l'institutrice. Oui, mais monsieur Adamou, avec votre carrière, Oui. est-ce qu'il vous est arrivé, en fait, d'avoir l'occasion alors de faire les retours de l'ascenseur? Autrement dit, est-ce qu'un de vos anciens professeurs a été dans un cycle ou dans un autre, votre élève une fois? Cela vous est arrivé? Bon, pas élève, mais stagiaire. Ok. Certains de mes professeurs sont devenus nos stagiaires dans les lycées. Et c'est avec grande émotion qu'on les reçoit. Et voilà. Et ils savent qu'avec nous aussi, cette fois-ci, ils viennent apprendre. Oui. Et c'est très important dans la vie d'un enseignant. C'est vrai. Docteur, ça vous est arrivé à vous? Oui, c'est que nous sommes au niveau de l'université, donc ça nous arrive tout le temps de voir nos étudiants dans les entreprises, dans les défis de tous les jours, pour mener des projets qui les tiennent à cœur. Et souvent, la réalisation, souvent, tu es étonné par la qualité de la réalisation. Tu te dis, mais ce produit-là est déjà arrivé à ce niveau. Donc, c'est toute une fierté quand ils reviennent vers vous pour vous dire, bon, par rapport aux aînés, on a quand même... on n'a pas une grande expérience, mais on s'est dit, par contre, que c'est émouvant de les voir taper les professeurs. Professeurs, parce qu'à un moment donné, vous avez eu la chance de les accompagner sur un point bien précis de la connaissance. D'accord. Ouais. D'accord. Monsieur Koulibaly, est-ce que vous, par exemple, quand vous étiez dans les petites classes, si vous êtes arrivé de ne pas du tout aimer un enseignant, peut-être parce qu'il était trop sévère, et qu'aujourd'hui, vous respectez énormément pour sa rigueur d'antan? Oui, ça m'est effectivement arrivé, mais ce n'était pas pratiquement mon maître de classe, c'était le directeur de l'école, un directeur très rigoureux, un directeur, je dirais, travailleur, qui avait l'amour de son métier, un directeur qui savait suivre les enfants. Bon, on disait qu'il était méchant, qu'il était sévère, le mot est pesé, ou bien les mots sont pesés ici, mais c'est par la suite qu'on a compris qu'il ne voulait que de notre bien. Donc, il y a ces pensées un peu négatives de l'enfance qui nous hantent jusqu'au niveau supérieur, mais par finir, on comprend que C'était vraiment pour le bien des enfants. Oui, justement. D'accord. Monsieur Adamou, en fait, à travers le monde, nous avons beaucoup de dates qui célèbrent les enseignants. Et le 5 octobre, en fait, est une date initiée par l'UNESCO, quasiment. Et cette fête n'arrive pas à avoir l'ampleur d'autres fêtes comme le 1er mai, comme le 8 mars. Comment réagissez-vous à cela? Quelle est votre interprétation de tout cela? Vous savez, on a l'impression que les enseignants ils sont très nombreux, mais lorsqu'on arrive dans les établissements, on constate que, en fait, ils ne sont pas nombreux parce que c'est ce qui explique la pléthore dans les classes. Et donc, le 1er mai, c'est la fête de tous les travailleurs. Donc des enseignants. Des enseignants, les enseignants y compris. Bon, le 5 octobre, c'est à partir de 1994, je crois qu'on a commencé à l'instituer. Et donc ça, c'est seulement pour les enseignants. Et je crois que jusqu'ici, en tout cas dans notre pays, on n'a pas eu le courage de dire ce jour-là est férié pour célébrer l'enseignant. Et moi, c'est ce qui me touche un peu. Okay. Je sais que quand j'étais au lycée Massamaka, avec un de mes doyens, Lassine Keita, on a célébré le 5 octobre au lycée Massamaka. On organisait des conférences, on invitait des professeurs, d'éminents professeurs. On les invitait, donc souvent ils viennent nous parler du monde des enseignants. Ça, on l'a fait au lycée Massamaka Ndiabati. Mais d'une manière nationale, malheureusement, souvent ce sont nos élèves. Il fut des années où moi, je n'étais pas en contact avec le lycée Massamaka et donc j'ai un peu oublié. C'est un de mes élèves sur Facebook qui me dit « Bonne fête, monsieur ». Alors là, j'ai dit « Mais c'est pas possible, c'est le 5 octobre aujourd'hui. » Oui. Il m'a rappelé que c'est le 5 octobre, c'est notre fête. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Koulibaly, alors nous allons parler des enseignants d'hier et ceux de maintenant, parce que ce débat quand même est vraiment posé au sein de l'opinion aujourd'hui. Justement. Alors on entend
on entend tout. Des gens qui trouvent que les enseignants d'hier étaient de loin les meilleurs à ceux de maintenant. Mais qu'est-ce qui a changé, par exemple, au niveau de la formation des formateurs que sont les enseignants? Bon, vous savez, M. Dissa, l'école malienne a été et est également à la croisée de beaucoup de chemins. Je pense qu'avec la fermeture des instituts pédagogiques d'enseignement généraux et également les écoles normales secondaires, les ENSEC, un grand fossé s'est installé au Mali, au niveau de la fonction enseignante, au niveau du recrutement du personnel enseignant, et également au niveau de l'éducation, en quelque sorte. Donc par la suite, le gouvernement a été maintenant obligé de recruter les enseignants qui ne sont pas de profil enseignant pour combler les trous. Et ce qui nous a conduit vers la stratégie alternative du personnel, la stratégie alternative du recrutement du personnel enseignant, communément appelée SARP. Et avec cette SARP-là, il y a eu tellement de contradictions, il y a eu tellement de chevauchés que l'État a été obligé de recruter des enseignants dans les désordres. Je dirais dans les désordres parce que des enseignants ayant comme temps de formation 45 jours, ayant comme temps de formation 3 mois ou 6 mois, qu'est-ce que ces enseignants vont donner comme leçon, qu'est-ce que ces enfants vont donner, qu'est-ce que ces enseignants vont donner comme formation à nos futurs enfants. Moi, je pense que le fossé a été creusé là. Et également, au niveau de nos vieux enseignants, il y avait la vocation. Il y avait l'amour du métier et de nos jours, moi je pense que l'argent a pris le dessus sur beaucoup de choses. Je crois que nous aurons le temps justement de parler de cette problématique d'enseignants par nécessité, d'enseignants par vocation. Docteur Traoré, est-ce qu'au niveau de cette comparaison qu'on fait entre les enseignants d'hier et ceux d'aujourd'hui, tel que venait de dire tout de suite M. Isaac Coulibaly, en fait, l'État, à un moment donné, a été presque obligé de recruter n'importe comment. Est-ce qu'il y avait vraiment des critères pour choisir les formateurs, les enseignants? Si oui, lesquels? Oui, cette question est vraiment complexe parce que même quand on commence par parler de fêter le monde enseignant, c'est que moi je pense qu'à un moment donné, les enseignants ont besoin de reconnaissance d'abord. Les enseignants n'ont pas besoin d'être fêtés parce qu'un enseignant c'est un modèle de tous les jours. Donc le modèle de tous les jours doit être dans une dynamique perpétuelle d'hommage, en termes d'hommage. L'enseignant n'est pas en dehors de la société. L'école c'est un continuum. D'analyser l'enseignement de façon détachée des enjeux à l'époque, il faut essayer de voir quels étaient les enjeux. C'est que si nous essayons de voir la période avant les indépendances, on sait tous que l'administration coloniale s'est servie de l'école. Donc, qu'est-ce qu'on amenait, par exemple, si on faisait même le résumé des chants et des récitations qu'on donnait à l'école, c'était la France, notre patrie mère. Nos ancêtres, les Gaulois, nous ont apporté la civilisation qui va nous permettre de sortir de la sauvagerie et de la barbarie. Nous, les enfants de France, si la guerre arrive, nous allons nous battre comme les soldats de France. Donc, quelque part, les individus étaient formés par les enseignants pour répondre à une administration coloniale. Après, lorsqu'on a obtenu l'indépendance, il fallait changer. L'enseignant est venu encore, on a conféré d'autres missions à l'enseignant. Oui. C'était quoi? Même si on regarde l'hymne national du Mali, à ton appel, Mali. Et après, il y a quoi? Pour toi, Mali, et pour l'Afrique. Notre drapeau sera l'unité. Donc, on essaie non seulement de former les enfants qui ne savaient pas, et à un moment donné, il fallait aussi former les citoyens. Donc, les enseignants, il fallait qu'ils soient de qualité. Et le vivier qu'on avait à l'époque, c'était Gori. Donc, les enseignants venaient de William Ponty à l'époque. Donc, et lorsque l'USAID a fait le choix d'aller vers le socialisme, il fallait une éducation de masse et de qualité dans les années 60, notamment plus précisément à travers la réforme de 1962. Cette éducation de masse et de qualité obligeait l'administration à l'époque aussi d'amener des cadres assez critiques, parce qu'on était dans une dynamique d'un nouveau État. Et
les choses ont continué comme ça. On est revenu avec le régime militaire. Et le régime militaire est venu. Lorsque le régime militaire est venu, il y avait la figure de l'enseignant. Avec la figure de l'enseignant aussi, il fallait montrer que Modibo Keïta, qui fut le premier président du Mali, il fallait revoir la figure de l'enseignant. Et on a cassé. À un moment donné, c'est même revenu dans nos langages populaires. On dit « étefoyer la gramophone papier ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça n'a rien d'extraordinaire. La figure de l'enseignant a été vilipendée. Et même en termes de costumes, les tropes, l'abacos que l'enseignant aimait porter, qui était la contradiction du grand bazin dont le porte-drapeau était Moussa à l'époque. Donc, à un moment donné, il fallait aussi voir comment utiliser l'enseignant. Et les enseignants qui étaient de l'USAID à l'époque, il y a aussi une génération d'enseignants qu'on appelle les Sivutar. Donc, on sait bien, de ça aussi, à un moment donné, il fallait mobiliser beaucoup d'enseignants parce que c'était l'éducation de masse. Et qui parle de pression du temps, on ne peut pas parler de rigueur. Parce qu'en ce moment, les moyens étaient limités. Bon, on est venu dans les années 90 avec la démographie. On sait bien qu'il y a eu toute une pression démographique. L'urbanisation est venue, on a fait des quartiers flambant neufs, mais on a oublié la plus grande chose, c'était l'école. Et on était obligé à un moment donné de casser même des maisons de propriété, de certaines propriétaires, pour transformer ça en salle de classe. Et ensuite, la population est venue en masse, mais l'école n'a pas suivi. Mais il fallait recruter aussi en masse. Oui. Donc, et qui parle de masse oublie souvent le concept de rigueur. Et c'est un moment de rendre un vibrant hommage à nos anciens, parce que c'est souvent difficile, même en termes de rigueur. Je vais vous donner juste un exemple. Vous vous trouvez dans une classe, dans une école où il n'y a pas de bibliothèque. L'enseignant est obligé de lire pour l'ensemble des étudiants. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces aspects-là. Mesdames, Messieurs, Bamako, la ville des bouchons a finalement accepté de nous donner notre quatrième invité, professeur Clément Dambélé, professeur de sciences politiques, est bien arrivé avec nous maintenant dans le studio. Professeur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Robert, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je serai tout de suite avec vous par rapport à une question d'ailleurs que je ne voulais pas poser avant que vous ne soyez là. Heureusement que vous êtes vraiment dans le temps. D'accord, voilà. merci. Monsieur Adamou, toujours enseignant d'hier à enseignant d'aujourd'hui, il a parlé tout de suite des abacos, des costumes que portaient les enseignants. Au-delà de l'habit, est-ce que la profession enseignant exige d'autres conduites, en fait, que nous n'observons pas tellement bien aujourd'hui? Merci, M. Tissa. L'enseignant, c'est le repère. La société avant, c'était comme ça, c'était le repère. C'était le modèle qu'il fallait imiter. Je crois que je suis devenu enseignant parce que j'ai vu certains de mes professeurs parler, la manière de parler, le gestuel et tout. Et alors, j'ai aimé enseigner. Quand j'ai eu mon bac, orienté à l'ENSUP, je crois que j'ai un camarade de promotion qui voulait être à l'ENSUP. À l'époque, ce n'était pas facile, il fallait les permutations. Il est venu à moi, il me dit, moi je voudrais venir à l'ENSUP si tu veux changer avec moi, permuter avec moi. J'ai dit non. Moi aussi, je vais enseigner. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu ces notions de modèle. L'enseignant dans le village, l'enseignant dans le quartier, c'est celui qu'on aime voir, c'est celui qu'on aime imiter. Évidemment, moi, puisque je suis l'aîné d'ici, je vous parle d'une certaine époque. C'est-à-dire, c'est encore la période où on n'a pas oublié les enseignants qui ont été formés sous Modibo Keïta, le président Modibo Keïta. C'est encore cette époque-là. L'enseignant est resté comme tel. Mais cet enseignant, il a commencé à changer avec la naissance, malheureusement, de l'UDPM. Des enseignants qui ont eu des privilèges dans ce parti-là ont brimé les autres enseignants. Ça, il faudrait aussi qu'on le dise. Même les retards de salaire, quelque part. Les aînés nous ont dit que ça a été soufflé dans l'oreille des chefs, que si les enseignants demandent des augmentations de salaire, c'est qu'ils ont encore des salaires. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à faire ce retard de salaire-là, qui a clochardisé malheureusement les enseignants. Et finalement, c'est une image
Et donc, très négative. Comme pour rejoindre ce Comme que pour disait le docteur le Traoré, rejoindre. c'était pour saper. Mais en réalité, là, je vais mettre un peu de bémol dans le micro-programme que le côté bas a présent. Le côté bas qui voulait donner de l'éducation aux Maliens, pour qu'on cesse de mal parler de l'enseignant, a pensé ironisé en montrant que l'enseignant, c'est la poudre de craie et autres. Mais en réalité, il faut lire au-delà de cela. C'est pour montrer que ce n'est pas réel. L'enseignant, ce n'est pas que ça. Quand on est ministre, on est chef d'entreprise, on est docteur en anthropologie ou docteur en sciences politiques, c'est qu'il y a eu cet enseignant qui vous a d'abord appris à lire et à écrire. Donc c'est en réalité cela. C'est cet enseignant qui progressivement a été tellement insulté que lui aussi il s'est dit, attention, c'est l'histoire de la chèvre, hein. Quand il y a eu trop d'entraves, quand on contraint, on le dit comme ça en bambara, je crois que je vais traduire un peu, c'est comme ça, on entrave trop la chèvre, elle finira par mordre. Et donc l'enseignant aussi, malheureusement, comme il a vu que les autres peuvent s'enrichir, lui aussi il est rentré dans la danse, malheureusement. Il a commencé à chercher à avoir de l'argent. Même s'il ne prend pas, il n'y a pas de caisse où il va prendre lui, mais il va utiliser les heures. En tout cas, trouver ses moyens. Il trouve ses moyens. Ses moyens, c'est quoi? J'ai 2 heures, je finis 30 minutes avant l'heure, je vais rejoindre tel établissement privé pour pouvoir faire 2 heures là-bas. 2 heures qu'on va me payer. Oui. C'est comme ça que ça a commencé en fait. D'accord, merci Monsieur Adamou. Professeur Clément Damélé, alors toujours on est sur en fait la comparaison, les enseignants d'hier et les enseignants d'aujourd'hui. Alors on trouve que les enseignants d'autrefois faisaient l'enseignement par vocation et que ceux de maintenant le font par nécessité, oui ou non, pourquoi, mais surtout enseigner sans avoir la vocation d'enseigner a quelles répercussions négatives sur la formation? Merci bien, M. Robert. Bon, je pense que l'enseignant des années 60, c'est le même enseignant que 2018. Ça va vous surprendre de dire ça. Il faut qu'on sorte un peu de cette vieille nostalgie de temps passé. On va me dire que mon papa disait que les enfants d'aujourd'hui n'étaient pas bons. C'était dans les années 90. Et moi, je dis aujourd'hui que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas la peine. Et Dr Traoré dira dans 10-20 ans que les jeunes, ce n'est pas la peine. Chacun renvoie la faute à l'autre. Vous savez, ce qui n'a pas marché à un moment, c'est le système même qui a été modifié. Et ça, il faut qu'on arrête de penser que l'époque de Modibo Keïta, c'était la belle époque, c'était bien. Il y avait un enseignement de masse, comme il avait dit. Il y avait une éducation de masse. Moussa Traoré, l'enseignement tenait encore plus ou moins, même si les conditions des anciens n'étaient pas les meilleures. Mais c'est à partir de 1993. Ça, il faut que on se situe très bien dans l'histoire. Quand on fait une étude diachronique et synchronique de l'éducation malienne de 1848 à 2018, on se rend compte que la cassure se situe au niveau des années 93. Vous savez pourquoi, M. Robert? C'est qu'en 1963, on a fait la première grande réforme du système éducatif. Et pendant 30 ans, ce système a tenu. La méthode syllabique, on faisait l'école expérimentale. À partir de 1993, il y a eu la première réforme que les gens oublient souvent. On a mis en place ce qu'on appelle la NEM, la nouvelle école malienne. Que les gens, avant la NEF, que les gens ont tendance souvent à oublier. On a mis d'abord en place la NEM qui est la nouvelle école malienne. Et spontanément, quelques instants après, on a mis en place la NEF. La NEF qui est venue accoucher du PRODEC. Et successivement, l'école malienne est devenue une sorte de laboratoire. Mais laboratoire pour les enfants pauvres. Laboratoire pour tester des méthodes qui ne marchent pas ailleurs. Laboratoire pour tester des systèmes qui ne marchent pas. Laboratoire pour essayer de clochardiser, comme disait l'aîné, l'enseignant malien, mais aussi l'élève malien, et que l'éducation, le système éducatif malien est devenu, si vous voulez bien, un hôpital qui accouche d'une sorte d'abattardisation intellectuelle et morale. Et ça, il faut qu'on accepte aujourd'hui de dire cette vérité. Sinon, l'enseignant aujourd'hui, il y en a des milliers qui ont la vocation d'enseigner. Quand vous allez dans les IFM, ils ne vont pas dans les IFM par hasard, parce que la plupart des sortants de l'IFM sont déjà, et qu'on voit à la flash, ceux qui vont à la flash pour sortir, pour enseigner, ils n'ont même pas le droit de faire le concours pour l'enseignement. On ne sait pas pourquoi on envoie des enfants faire la flash. Et ceux qui vont à l'INSUP, la plupart quand ils sortent, ils ne trouvent pas du travail. On sait très bien, mais ils vont quand même. Même si, entre parenthèses, on sait que l'université malienne produit qu'il y a des chômeurs, mais quelque part, l'enseignant reste encore l'enseignement, la vocation. Les gens aiment faire ces métiers-là,
Moi, je suis arrivé... Pourtant, professeur, il n'est pas rare de rencontrer quand même des jeunes professeurs aujourd'hui, et des jeunes enseignants qui disent que je suis dans l'enseignement en attendant d'avoir mieux. Est-ce que là, on peut dire qu'ils ont choisi l'enseignement par vocation? Ça c'est une autre interprétation psychosociologique qu'il faut étaler. Ça veut dire que je suis là dans l'enseignement en attendant autre parce que l'enseignement est devenu le métier, entre guillemets, des chômeurs. Des chômeurs, de clochards, vous voulez. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une importance. Aujourd'hui, on voit, quand on est dans l'enseignement, on cherche à sortir de ce trou d'enfer. Parce que non seulement il parle du retard de salaire, les anciens maliens ne sont pas formés, les anciens maliens ne sont pas suivis, les anciens maliens n'ont pas de plan de carrière. L'enseignement malien, c'est le seul domaine aujourd'hui où on trouve l'enseignant qui est fonctionnaire, l'enseignant qui est contractuel, l'enseignant qui est vacataire, l'enseignant qui est bénévole, l'enseignant qui est là pour rien faire. Il y a tout et n'importe quoi dans ces systèmes d'éducation. Les gens sont là en attendant. Effectivement, M. Adamou avait déjà parlé, en fait, même des raisons pour lesquelles finalement l'enseignant est fonctionnaire, l'enseignant est commerçant, l'enseignant est tout ça. Effectivement, il en avait parlé à un moment donné. Mais M. Adamou, est-ce que qu'est-ce que vous pensez au fait des enseignants aujourd'hui? Pensez-vous que la grande majorité enseigne par vocation? Sinon, quelles sont les conséquences d'enseigner alors sans en avoir la vocation? Monsieur Dissa, je vais vous surprendre parce que moi j'étais dans le syndicat. À un moment donné, le ministère de l'Éducation nationale s'est rendu compte que ça ne va pas du tout. Et donc, on a convoqué, on a fait une commission d'analyse des dossiers de tous les professeurs et surtout des professeurs à l'époque vacataires, ceux qui sont devenus maintenant des fonctionnaires des collectivités et autres. On a vu qu'il y a beaucoup de faux diplômes. Et pourtant, après analyse de tout cela, on a fait un rapport et tout. Le rapport est resté comme ça. Les mêmes professeurs sont encore dans les classes en train d'enseigner. Qu'on le veut ou non, c'est comme ça. La prémonition de notre cantatrice est devenue une réalité au Mali. Laquelle Je ne veux pas nommer cette grande dame, mais elle avait dit que si on faisait d'elle un simple enseignant. Okay. À l'époque, celui qui l'interviewait, père son âme, lui a dit, mais ces gens-là, c'est vrai, ils sont pauvres, mais leur métier-là, on ne peut pas l'avoir sans avoir des connaissances. Donc, c'est devenu une réalité. On n'a pas de connaissances, on devient enseignant. Mais ce n'est pas une première. On n'a pas de connaissances, on devient enseignant. On n'a pas de connaissances, on devient enseignant. Je ne comprends pas, c'est paradoxal. Je veux dire qu'on a recruté de tout venant. Encore une fois, je dis, je pèse mes mots quand je dis qu'il y a des enseignants dans les écoles communautaires qui eux-mêmes ne savent pas lire. Comment ils vont apprendre aux enfants à lire? C'est ça. Ils sont venus parce que donc il y a un recrutement. Et chacun a pris son chômeur à la maison pour en faire un enseignant. C'est la réalité aussi de ce pays-là. Vous savez, quand on parle des Sous-Outards, non, je ne suis pas un nostalgique, mais les Sous-Outards ont bien enseigné au Mali. Parce qu'eux, au moins, ils savaient lire, ils savaient écrire. Mais là, à partir de 93, effectivement, il y a eu ces années tronquées-là. On avait de vrais faux diplômés, comme j'aime le dire. Le diplôme est réel, parce que c'est délivré par l'éducation nationale. Mais en réalité, les connaissances ne sont pas l'avenant du diplôme. Et donc, voilà des gens qui se retrouvent devant des élèves en train d'enseigner du faux aux enfants maliens. Ça, c'est une réalité que nous connaissons. Et donc, voilà pourquoi l'enseignant d'hier et l'enseignant d'aujourd'hui ne peuvent pas être les mêmes, parce qu'il y a certains qui viennent tout juste pour aller prendre un salaire. Oui, mais en même temps, vous parlez de diplômes, des gens diplômés sans en avoir en fait les compétences nécessaires, les connaissances nécessaires. Mais vous êtes enseignant autour de cette table. Tout le monde est enseignant ici. Oui. Par exemple, nous avons une pratique quand même dans nos écoles, et notamment dans nos écoles privées. La vente des notes, les notes que les administrations confisquent, par exemple, si ce n'est pas les classes d'examen, on a l'impression qu'au Mali, personne ne redouble une classe finalement. Comment vous vivez cela en tant qu'enseignant, vous qui donnez 0 et vous voyez la personne quand même passer encore? Vous voulez ouvrir la boîte de Pandore maintenant, c'est ça. Le problème de trafic de notes, je vais vous parler de cela. L'origine, c'est au niveau du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Ça a commencé là.
Parce que c'est eux qui ont envoyé des élèves exclus du système, des élèves des responsables de l'AM. Ils les ont envoyés et on va les blanchir, comme on blanchit l'argent sale dans les établissements. On a demandé donc aux responsables, blanchissez ces élèves-là, faites-en des élèves réguliers. Et aussi, ils ont vu, ils ont bien. Ah, quelqu'un qui te dit, vole, il ne peut pas venir te dire, tu es un voleur. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, au niveau des établissements publics, ce n'est pas le privé, hein, ça a commencé au public. Le trafic des notes, là, ça a commencé au public. Je suis un professeur de l'enseignement public, moi. Et personne ne dénonce. Personne ne dénonce, et vous savez pourquoi? Non. Parce que ces postes-là aussi, moi je suis professeur, j'étais professeur de l'enseignement secondaire général, je me dis qu'un jour je vais être proviseur aussi. Donc je ne vais pas cracher dans cette soupe que j'aurai à boire après. Oui, donc je refuse de dénoncer. C'est sûr. Et donc, les établissements privés sont allés à l'école du public. C'est parce qu'au public, ils ont osé changer les notes des élèves. Nous, nous corrigeons, nous menaçons les élèves, voilà, et nous donnons des notes. Mais l'élève, il rit un peu, il sourit un peu. Il se dit, à un moment donné, plus besoin même des répétiteurs. On attend la fin de l'année, on tend de l'argent, sa note est falsifiée, comme vous l'avez dit, c'est une réalité, et on passe en classe supérieure. D'accord. Monsieur Koulibaly, en tant que jeune enseignant, alors, est-ce que vous avez essayé d'avoir des actions contre ces pratiques-là, en fait, de falsification des notes, du fait que, par exemple, personne ne redouble plus une classe si ce n'est vraiment pas une classe d'examen? Moi, d'abord, avant d'entamer ta question, je vais revenir un peu sur... je vais répondre sur les propos de M. Clément qui disait qu'il y a eu une cassure au niveau vers les années 1993. C'est à partir de cette même année que nous avons constaté la fermeture des écoles de formation des maîtres. C'était les IPEG, les ENSEC. Et quand je parlais du grand fossé, et c'est à partir de cette année que le grand fossé s'est établi. Et pendant ce mandat du président, on a vu l'avènement de la NEF, comme il a si bien dit, la nouvelle école fondamentale. On disait que chaque école, avec la politique de chaque école, un établissement, ou bien chaque village, une école. Moi, je me rappelle très bien à l'Assemblée nationale, lorsqu'un député disait qu'avec cette politique, est-ce que ce ne serait pas chaque village un enseignant? Donc, pour maintenant bien plancher sur la politique, ils ont été obligés de recruter le personnel enseignant. Et les personnels enseignants fournis par les écoles de formation n'étant pas en nombre satisfaisant, ils ont été obligés de piocher par-ci, par-là. J'ai parlé de cette stratégie alternative du recrutement du personnel enseignant. Ensuite, on parlait de l'enseignant d'hier et l'enseignant d'aujourd'hui. Moi, je vais faire allusion au propos de monsieur, du docteur Tchemogo, quand il parlait des Sisuta. Et maintenant, après le départ de l'administration coloniale, il y a eu un grand besoin de combler les vides. Donc pour combler les vides, ils ont été obligés de piocher au niveau des étudiants, des élèves qui étaient en cours déjà. Et on a vu que maintenant, les moins brillants ont été pris, ont été recrutés comme des commandants des cercles, des administrateurs, des magistrats. C'était les plus brillants qui ont été recrutés comme étant enseignants. Et les plus brillants ont été recrutés comme étant enseignants. Les plus bons, je dirais, ont été recrutés comme étant enseignants. L'enseignant doit être fêté. L'enseignement doit être fêté parce que l'enseignant, c'est d'abord ce monsieur qui a une double cassette. Parce que l'enseignant a non seulement pour mission d'instruire, mais aussi d'éduquer l'apprenant. Il a pour mission de lui apprendre les savoirs. Les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre. Donc l'enseignant doit être un modèle. Et il a été amèrement constaté aujourd'hui que ce beau métier a été détruit par le goût avéré de l'argent. Ce qui nous a conduit vers toute cette débauche-là, entre griffes, je pèse mes mots, cette débauche au niveau du recrutement, au niveau de l'ouverture des écoles privées, au niveau également, et même, comme monsieur l'a dit, dans l'enseignement public.
Donc maintenant, il faut soigner cette plaie-là. Cette plaie qui est creusée par l'État même. L'État est à la base de ce grand fossé, de cette plaie béante et géante et même profonde. D'accord. Docteur Tchemoko Traoré, alors, toujours sur ce point-là, des élèves, des étudiants qui ne redoublent qu'en classe d'examen. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce que c'est quand même connu de tout le monde et rien n'est fait contre ça. Comment tout le monde peut toujours passer? C'est compliqué la question parce que, en fait, vous voyez, au niveau microsociologique, nous nous rendons compte que lorsque nous parlons de la rentrée scolaire de façon micro, on dit on va confier Roltara à Mandou, à Melafia, son nom. Donc, si j'essaie de traduire ça, c'est la rentrée scolaire et tout le monde sera tranquille à la maison. Et on va confier nos enfants à l'enseignant. Et l'enseignant va faire ce qu'il peut faire. Donc, dans la mesure du possible. Donc, on est capable à ce moment d'acheter 2 ou 3 Jakarta pour nos enfants, mais on n'est jamais capable d'aller voir réellement qu'est-ce qui se passe à l'école. Et le seul moment d'aller voir à l'école, c'est les périodes d'examen. Et Dieu seul sait comment ça se passe dans ce domaine. Imaginez, on envoie un enseignant au fin fond des Sikasso aller superviser un examen. Il ne sait même pas comment s'y rendre. Il n'y a pas d'établissement hôtelier pour l'accueillir. Et il vient, il doit surveiller, il ne sait même pas comment manger. Et il doit surveiller et avoir un hébergement à 2000 francs souvent par jour. Et lors de l'examen, on se rend compte que les comités de parents s'organisent pour préparer des repas qui sortent de l'ordinaire pour l'enseignant. Et depuis là, il y a une espèce de pression. Et dans les salles d'examen, notamment, on voyait ça lorsqu'on organisait les CP, même au niveau du DEF, on se rend compte que les enfants se disent, quand vous cotisez pour les enseignants, vous allez facilement avoir les sujets. Donc, quelque part, tout le monde a sa faute, a une part de responsabilité dans ce mécanisme. Et en parlant de l'enseignement, l'enseignement, c'est une utilité publique. Si on parle des établissements privés, des universités privées, par rapport, parce que j'ai eu la chance d'être directeur pédagogique d'un des instituts privés, mais attendez, c'est du business. Comment ça? Parce qu'il faut faire des résultats, il faut faire du cash. Et la seule façon de se vendre, c'est quoi? C'est tout le monde passe. Tout le monde est admis. Justement, c'est là où je voulais poser. Voilà, et tout le monde est admis. Maintenant, c'est d'aller vers le contrôle. Avec c'est la régulation, c'est seul l'État, parce que c'est aussi facile de dire tout le temps l'État. C'est à tous les niveaux. Les parents doivent jouer leur partition, les enseignants jouent déjà leur partition. C'est de voir aussi comment l'État peut jouer sa partition. D'accord, merci Dr Traoré. Professeur Clément Damélé, comment sous d'autres cieux tout cela s'organise? Parce que, par exemple, en France, nous avons des instituts privés. Mais ici, par exemple, au Mali, il n'y a aucun contrôle. Et maintenant, c'est des universités privées qui délivrent même des doctorats maintenant sans aucune censure, sans aucune surveillance, rien. Vous savez, M. Robert, il y a doctorat et doctorat. Il y a déjà un doctorat malien et par rapport à un doctorat sénégalais, il y a une grande différence. Un doctorat malien sénégalais par rapport à un doctorat ivoirien, il y a encore une différence. On sait très bien qu'il y a une nouvelle génération de la plupart des intellectuels, là où ils vont pour faire leur doctorat, on sait très bien qu'il faut payer 3 millions dans certains pays limitrophes pour pouvoir valider sa thèse de doctorat. Et quand tu fais un doctorat au Maghreb, et quand tu fais aux États-Unis ou quand tu viens en France, il y a toute une différence. Donc il y a toute une stratification de doctorat. Et je ferme la parenthèse sur ces marchés. Mais en fait, on redouble au Mali. Il y a des gens qui redoublent très bien au Mali. Ce sont des enfants des pauvres qui redoublent dans ces pays. Mais les enfants des riches ne redoublent pas. L'école malienne, le système pédagogique malien est un crime contre l'humanité malienne. Et je l'ai dit et je l'assume. Je m'explique. Quand on regarde sociologiquement, on sait très bien que la gestion d'un État dans le futur dépend d'un certain nombre de leviers stratégiques. D'abord, c'est la catégorie socio-professionnelle de ceux qui vont faire tout ce qui est comptabilité, tous ceux qui font finance, tous ceux qui vont faire management et sciences politiques, tous ceux qui vont faire transport logistique et les infrastructures, et après, tous ceux qui vont faire les banques, etc. etc. L'école malienne publique ne forme pas des enfants là-bas. Donc, demain, les enfants qui vont gérer le Mali, même qu'ils soient incompétents, ont la chance d'aller dans les écoles privées qui forment des gens dans banque, assurance,
audit comptabilité, ressources humaines, management, etc., sciences politiques, etc. Quand vous partiez à la flash, quand vous sortez dans 5 ans, 6 ans, et qu'il y a une banque X qui veut recruter un enfant, qui dit il faut minimum bac plus 5 en gestion ressources humaines, vous pensez qu'un enfant qui vient de Mbiabougou, un enfant qui vient de Ngalafouka va pouvoir postuler? Non, parce que son père n'a pas eu l'argent d'envoyer son enfant dans une école qui paye 3 millions par an. C'est ça, ces crimes-là qui s'organisent. Et je termine là-dessus pour vous dire que les gens dans ces universités privées ne sont pas là pour former la compétence. Ils sont là, la plupart, à 90%, ils sont là pour délivrer des diplômes qui ne valent pas la peine. Et on sait très bien que quand on va dans une université publique, on peut redoubler. Dans une université privée, on ne redouble pas parce qu'on paye. On paye pour avoir son diplôme. Et c'est différent des autres pays. Et nous sommes en train de produire des futurs incompétents, des futurs dirigeants qui ne valent pas la peine. Et au lieu d'avancer, le Mali recule. Et ça, au vu, au su de nos dirigeants, des ministères, de la société civile, des syndicats, parce qu'il y a l'aîné qui disait qu'il était syndicat, au regard des syndicats, qui moi j'attends qu'un jour les syndicats demandent à ce qu'on aille en grève illimitée, tant que le ministère de l'Éducation nationale ne met pas les choses au clair et qu'aucun enfant malien ne puisse passer avec des notes débonnaires, des notes irresponsables. Justement, docteur Traoré, je venais à vous. Alors, vous allez quand même en profiter pour en fait, nous répondre à cette dernière question plateau. En fait, tous des enseignants rompus. Si vous devriez en fait proposer une réforme, voilà, au niveau de l'école malienne. Alors, votre réforme allait commencer par quel point au juste, pourquoi et qu'est-ce que vous auriez préconisé? En 2 minutes en même temps. En 2 minutes. Donc, l'école formate, l'école malienne formate, l'école malienne laisse très peu d'espace au génie de nos apprenants. Donc, nous devons être dans une dynamique souvent d'être des maîtres ignorants. Je pense qu'il y a un ouvrage même dans cette dynamique. À un moment donné, laissons un peu de place aux étudiants à s'exprimer. Mais c'est ça que je veux dire à l'aîné Clément. À la Flash, nous formons très bien les étudiants. Parce que, en fait, à l'école, ce n'est pas seulement être dans une dynamique de formation économique ou logistique. Mais il faut que nous soyons dans une dynamique aussi de comprendre que quand on parle de l'entreprise de la connaissance, il y a 2 niveaux qu'il faut voir. Il y a le capital économique, il y a le capital culturel. Un enfant d'enseignant ou un enfant d'un cadre dans ce pays n'est pas forcément, parce que moi je veux cliver dans ce domaine, c'est qu'un enfant de cadre a l'habitude d'avoir une certaine familiarité avec des mots qu'un enfant qui ne provient pas d'une famille cadre n'a pas forcément. Donc ce capital économique souvent est très important et culturel. Parce que c'est culturel dans le fait que l'enfant, une fois à l'école, aura un point de démarcation avec l'autre. Mon papa a l'habitude de me dire, je vais éplucher les pommes de terre. Arriver dans la classe avec un enfant de paysan qui n'a jamais entendu ce mot, lorsqu'on va faire des dictées contrôle, ça va être problématique. D'accord, donc L'école malienne n'est pas résumé. Malienne n'est pas en dehors de la société. À un moment donné, nous devons voir de façon globale l'homme malien, quelle orientation nous aimerons donner à ce dernier. Et pour cela, tout commence par la formation de base. Par rapport à cette formation de base, une des fortes recommandations que peut-être je peux formuler, c'est de dire maintenant qu'on ne peut enseigner au Mali que lorsque on a minimum de bac, parce que les conditions s'y prêtent et que nous devons accompagner et faire aussi. Et le ministère de l'Éducation doit vraiment recycler la formation, avoir un budget pour le je reconnais que je suis ce soir seulement avec des enseignants et comme on le dit chez nous, vous aimez trop bavarder, vous aimez trop parler les enseignants. On a beaucoup de choses à dire. D'accord. Monsieur Isaac Koulibaly, alors à vous, s'il y a une réforme à faire, laquelle Bon, moi, je ne sais pas si les 2 minutes me seront suffisantes. 1 minute maintenant. 1 minute, parce que d'abord, il faut changer les systèmes. Le système éducatif malien est très ancien, c'est très caduc et c'est un système qui n'évolue pas. Parce que moi, je me rappelle très bien, en 2006, rapidement, en 2006, quand je servais toujours à Yanfolila, quand je servais, j'ai été voir mon conseiller pédagogique. Je lui ai demandé que j'ai vu à la télé, j'ai appris à la télévision, lors d'un magazine, que le système solaire n'est plus constitué des 9 planètes.
Vous voyez, quand on dit que le système et que Pluton n'est plus une planète, le professeur en question, ou encore les conseillers pédagogiques en question me dit que lui, il l'aurait entendu, mais que le système éducatif malien n'a pas bougé du doigt. Donc nous avons un système très ancien, un système qu'il faut remodeler, un système qu'il faut actualiser avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication. En secondo, également, l'État doit beaucoup subvenir au niveau des établissements privés, parce que en vérité, les écoles privées ont eu à désengorger l'école publique. Les écoles privées de nos jours sont des établissements de proximité. Donc l'État doit leur apporter un soutien considérable en leur envoyant des enseignants recrutés au niveau de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique des collectivités. Ces mêmes écoles doivent être suivies par l'État malien pour qu'ils puissent donner un bon résultat. Parce que c'est toujours l'école malienne, c'est toujours l'enseignant malien, c'est toujours l'apprenant malien qui est formé dans ces écoles privées-là. Et ensuite, au niveau du recrutement ou bien au niveau des écoles de formation... En fait, j'avais demandé juste une réforme. Juste une réforme, pas toutes les réformes qui s'imposent. Elles sont tellement nombreuses. Elles sont très nombreuses. Voilà, Elles sont très nombreuses. Qui s'imposent. Oui. Donc, je voulais seulement savoir laquelle vous étiez vraiment la plus chère. Et professeur Clément Damélé, s'il y a une réforme à faire, laquelle? Le contenu pédagogique. Nous avons un contenu pédagogique, l'un des plus médiocres qu'il soit. Oui. Il faut vraiment changer le contenu pédagogique. On ne peut pas continuer à fabriquer des chômeurs, on ne peut pas continuer à fabriquer des gens qui sont intellectuellement incompétents. Il faut permettre à l'enseignant malien de pouvoir faire des publications, des recherches, et ça au niveau supérieur, il faut accompagner ces enseignants-là. Il ne s'agit pas de donner des primes de recherche, mais il faut imposer à l'enseignant malien de produire, et ça, il faut lui donner des outils de production intellectuelle, et en dernier lieu, il faut rapprocher l'école malienne du cadre d'emploi, tout en ramenant une discipline qui est l'entrepreneuriat et la dernière chose, le civisme. Il n'y aura jamais de futurs bons patriotes maliens tant que l'école malienne ne forme pas de futurs bons patriotes. Et ça, il faut une bonne éducation civique et morale sur laquelle il faut mettre l'accent et former les bons civiques maliens. Merci, professeur Clément Damélé. Monsieur Adamou, vous êtes la dernière personne là ce soir à avoir la parole. Alors, donc, s'il y a une réforme, une seule à faire. Moi, je ne parlerai même pas de réforme. Je vais tout simplement demander aux responsables maliens de faire comme les autres qui nous entourent. Tout simplement. Nous sommes dans l'UMOA, qu'on enseigne comme les autres pays, même terminologie, même contenu, etc., comme les autres. Moi, c'est tout ce que je cherche maintenant. D'accord. Et quand on va faire cela, je crois que on va réussir. Parce que l'enfant passable du Niger ou de la Côte d'Ivoire, il vient ici, il excelle. Oui. Et c'est ce qui me fait mal. Donc faisons comme eux. Au lieu de chercher toujours à copier-coller et ensuite, je crois que ça ne marchera pas. D'accord. Merci, monsieur Adamou. Mesdames, messieurs, nous étions ce soir sur le thème le 5 octobre des enseignants. Comment vivent-ils l'école de nos jours? Et nous étions vraiment avec des enseignants ce soir. Nous étions avec Dr Thiemoko Traoré, anthropologue, enseignant-chercheur, ancien directeur pédagogique de l'IAM, Institut africain de management. Dr Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous nous donnons rendez-vous pour une autre émission certainement. Merci avec vraiment. Plaisir. Et je crois que j'aurai vraiment le plaisir de vous inviter tous voilà, une autre fois voilà, autour des thèmes sur l'éducation, sur les enseignants et tout. Mesdames, messieurs, nous étions également avec M. Isaac Koulibaly, professeur de lettres, journaliste et animateur. Nous avions comme troisième invité professeur Clément Damélé, professeur de sciences politiques. Et nous étions accompagnés de notre aîné, M. Mahaman Adamou, professeur de lettres, prof de technique d'expression à l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Mais avant de vous dire au revoir, mesdames, messieurs, la rédaction m'a envoyé une note, même si, alors on a oublié de mentionner l'auteur, mais la note, elle est très, très importante, elle est très intéressante que je voudrais vraiment bien partager avec vous. Voici la teneur. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie lors des examens. Les parents meurent aux mains de ces médecins, disons les patients meurent aux mains de ces médecins,
Les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs. L'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables. La justice est perdue entre les mains de ces juges. L'effondrement de l'éducation est l'effondrement de la nation. Sur ces Sekou, c'est bel et bien Sekou Kamara. Merci. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous nous donnons rendez-vous donc vendredi prochain pour un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est la rentrée scolaire toujours, c'est la fête des enseignants. Profitons-en pour vraiment donner du tonus à notre école. Merci.